Dans cette analyse, la question n'est pas seulement de savoir si l'Amérique peut gagner une autre guerre, mais si toute sa stratégie mondiale est déjà en train de se défaire. Quand Trump est arrivé au pouvoir il y a un an, il semblait avoir certaines bonnes idées. L'une de mes principales préoccupations au sujet des États-Unis a été que la stratégie des 30 dernières années ne fonctionne plus. Les États-Unis se sont épuisés eux-mêmes, et ce faisant, ils ont poussé les autres grandes puissances à s'équilibrer collectivement contre eux. De ce point de vue, il était logique que les États-Unis reculent un peu, renforcent leur propre position et laissent les puissances eurasiennes s'équilibrer davantage entre elles. Au début, il semblait que Trump allait dans cette direction. Se retirer d'Europe, se retirer du Moyen-Orient, se concentrer plutôt sur l'hémisphère occidental. Dans les grandes lignes, cela avait du sens. Cela ne voulait pas dire que l'opération vénézuélienne était un coup de génie ou quoi que ce soit du genre, mais au moins cela suggérait qu'il regardait vers le territoire national, si l'on veut. Dans l'univers Trump, la retenue stratégique semble parfois vouloir dire reculer devant un incendie tout en posant fièrement à côté d'un autre. Mais que s'est-il passé? Après un an, les États-Unis sont toujours en Ukraine. C'est l'un des problèmes aujourd'hui. Beaucoup de défense aérienne et d'autres armes ont été données. Des armes qui auraient pu être utilisées ailleurs. En même temps, la position américaine au Moyen-Orient est en train d'être consolidée, ou peut être pas entièrement consolidée, mais certainement maintenue à grands frais. Beaucoup de ressources y sont consacrées. Ce qui ressemblait à une stratégie n'a pas réellement été suivi. Le premier problème, c'est qu'il n'y a pas de stratégie. Ce nouveau document qui a été publié était censé représenter une nouvelle stratégie militaire nationale. Mais il n'y a aucune preuve réelle que nous en ayons suivi la moindre partie. Un document stratégique est toujours impressionnant, surtout quand la politique le traite comme une chemise décorative lors d'une conférence de presse. Se concentrer sur l'hémisphère occidental ne signifie pas, et ne devrait pas signifier, envahir les pays des autres dans l'hémisphère occidental. C'est ridicule. La même contradiction apparaît ailleurs. Nous parlons d'islam radical et de terrorisme islamiste, puis nous attaquons l'Iran. Cela ne colle pas. Si l'argument avait été que les États-Unis devaient se concentrer sur le danger au Pakistan ou sur le danger en Syrie, cela aurait été plausible, mais pas l'Iran. En même temps, nous affirmons avoir un énorme problème de drogue et un problème majeur de trafic humain et de trafic de drogue. Le principal foyer de ce problème est le Mexique. C'est ce qui est le plus dangereux pour nous. Mais au lieu de cela, nous attaquons le Venezuela, alors qu'il n'y avait aucune vraie raison de le faire. Le Venezuela était prêt à faire affaire avec nous. Apparemment, la carte dans la salle de briefing avait des flèches, mais pas nécessairement de logique. Ensuite, nous enlevons le président et sa femme. Nous payons des millions de dollars à diverses personnes à l'intérieur du pays pour nous laisser entrer. Après cela, nous parlons de cette brillante opération militaire. Je suis certain qu'elle était brillante sur le plan tactique, mais c'était une opération de police, une opération policière paramilitaire rendue possible par l'armée américaine. Ce n'était pas une stratégie. Ce n'était pas vraiment un résultat. Nous ne contrôlons pas le Venezuela. Le Venezuela contrôle le Venezuela. Et il peut nous attendre presque indéfiniment. C'est exactement ce qui se passe en ce moment. Entre-temps, nous n'avons rien changé de fondamental à la frontière avec le Mexique. La situation est meilleure qu'avant, mais nous n'avons pas empêché la drogue et le trafic humain d'entrer dans notre pays. Ils entrent encore. Ils n'entrent pas au même rythme qu'avant, mais ils entrent encore. Et des milliards de dollars en argent comptant continuent de circuler vers le sud, vers le Mexique. Il y a énormément de choses ici qui relèvent tout simplement de la fiction. Je ne pense pas qu'il y ait une stratégie. Tout Américain lucide aurait regardé le Moyen-Orient et aurait dit que cet endroit n'a pas besoin de la puissance militaire américaine. Si nous nous y impliquons, nous allons le faire exploser. Mais nous risquons de tout faire exploser n'a jamais aussi bien sonné à la télévision que pression maximale. Cela peut convenir temporairement à Israël, mais je n'ai jamais cru que cela était bon pour Israël. Je ne vois aucune preuve que cette chose appelée le Grand Israël, dont ils parlent ouvertement, ait la moindre chance de réussir. Cela implique l'acquisition de territoires tout autour d'Israël, afin de transformer Israël en un grand État comptant 6 ou 7 millions de Juifs. Ce que cela a réellement fait, c'est offenser, mettre en colère et aliéner pratiquement tout le monde dans la région. Avant que tout cela soit terminé, la question sera de savoir si Israël survit à cela. C'est la vraie question. Je ne suis pas certain qu'il y survivra. L'Iran survivra. Il existe certainement depuis 2700 ans. C'est comme entrer en guerre contre la Chine. La Chine survivra-t-elle? Bien sûr qu'elle survivra. Elle existe depuis 5000 ans. L'Inde aussi survivra. La vraie question, quand nous nous engageons dans ces guerres stupides, c'est derrière si nous les Américains pouvons y survivre, nous sommes des nouveaux venus relatifs dans le monde. Nous ne sommes pas un État civilisationnel à proprement parler.
Toutes ces choses seront discutées au cours des prochaines semaines. Pour l'instant, le président Trump va probablement simplement ordonner à tout le monde de continuer à attaquer, à bombarder, à cibler et à frapper. C'est tout ce qu'il peut faire. Il peut menacer d'imposer davantage de sanctions, mais je pense que les sanctions ont largement perdu leur mordant. Je pense aussi qu'elles sont responsables d'une grande partie de la haine et de l'hostilité à notre égard à l'intérieur de l'Iran. Quand chaque réponse est une nouvelle frappe, la politique commence à ressembler moins de l'art de gouverner qu'à un slogan de campagne avec des porte-avions. Je ne vois rien de bon en sortir pour nous. La Perse, en revanche, ressortira de tout cela comme une entité beaucoup plus forte et plus influente. La question de la survie d'Israël doit être comprise à travers plusieurs trajectoires à la fois. Elle pourrait impliquer un retrait des États-Unis. Elle pourrait impliquer les conséquences économiques de la guerre. Elle pourrait impliquer des gens qui fuient tout simplement. Elle pourrait impliquer une défaite militaire. La réponse est tout cela à la fois. Il suffit d'écouter M. Netanyahou expliquer ses soi-disant 7 fronts. Ce n'est pas viable. Apparemment, les Israéliens ont maintenant mobilisé 100 000 réservistes supplémentaires. Il sera intéressant de voir combien d'entre eux se présenteront au service. On parle en Israël d'envahir le Liban pour s'en prendre au Hezbollah parce qu'on ne peut pas tout faire depuis les airs. À un moment donné, Israël finira épuisé et à bout de ressources, un peu comme l'Ukraine. Aujourd'hui, la question n'est pas de savoir si la Russie survivra, c'est de savoir si l'Ukraine survivra. Quoi que l'Ukraine devienne, elle ne sera certainement plus ce qu'elle était. Israël pourrait survivre sous une certaine forme, mais il ne sera plus ce qu'il était, ni ce qu'il est aujourd'hui. Ces choses dépendent d'un certain nombre de facteurs, mais les tendances comptent. Les tendances actuelles ne sont pas favorables. Au cours des prochains jours et des prochaines semaines, le tableau de l'escalade est dangereux. Je ne vois pas nécessairement ce que les États-Unis peuvent faire différemment, sauf continuer à attaquer ou continuer à faire ce qu'ils font déjà. L'Iran, en revanche, a de la marge pour escalader. Et le conflit s'est déjà régionalisé très rapidement. La possibilité qu'il devienne mondial ne peut pas être écartée. La question clé est de savoir dans quelles conditions les Chinois ou les Russes interviendraient. S'ils regardent ce que nous regardons, ils pourraient conclure que les Iraniens gèrent la situation par eux-mêmes. Mais si les Israéliens décident d'utiliser une arme nucléaire tactique, ou n'importe quelle arme nucléaire, dans le but d'arrêter les attaques incessantes de missiles iraniens, cela changerait radicalement la situation. Je ne suis pas certain qu'Israël y survivrait. À ce moment-là, les Russes et les Chinois interviendraient certainement et nous feraient comprendre clairement que si cela n'est pas arrêté et se poursuit, ils se joindront activement au combat contre Israël et contre nous. Je ne pense pas que les Israéliens feront quelque chose comme cela immédiatement. Mais je peux imaginer un moment où les Israéliens diraient que si l'Iran ne s'arrête pas, ils lanceront une arme nucléaire. C'est le genre de choses qui pourrait arriver selon moi. Les États-Unis ne contrôlent pas Israël. Israël nous contrôle. C'est très clair. Si nous ne pouvons pas contrôler Israël et qu'Israël fait cela, alors la Russie et la Chine interviennent. Elles interviendraient à un moment où nous aurions déjà épuisé nos stocks. Comment alors pourrions-nous mener un combat important? Pour un mouvement qui vend America First en lettres géantes, cette chaîne de commandement a un accent étrangement étranger. Tout au long de la guerre par procuration en Ukraine, en coulisses et même en public, des gens ont soulevé la question suivante: nous ne pouvions pas aller trop loin. Nous devions penser en termes de réserve de guerre. Mais avec le temps, cette prudence a été jetée au vent. Il n'y avait aucune preuve que la Russie était vaincue, que la Russie était détruite ou que les sanctions faisaient leur travail. Alors, nous avons décidé d'en mettre de plus en plus dans la guerre en Ukraine. Cela a échoué lamentablement. L'Allemagne, la France, la Grande-Bretagne et d'autres pays ont épuisé leurs réserves de guerre. Nous avons fait la même chose avec une grande partie de nos munitions. Si telle est la situation, et que soudain les Russes et les Chinois disent « c'est terminé, arrêtez, Israël a utilisé une arme nucléaire. Nous ne tolérerons pas cela, et si Israël ne s'arrête pas, il pourrait utiliser une arme nucléaire en réponse. » C'est toujours une possibilité. À ce moment-là, je pense que nous devrions dire aux Israéliens « vous devez arrêter. Et si vous n'arrêtez pas, nous partons. » Je pense que nous en arriverons là. Mais ce n'est pas un état final que nous avions prévu. Nous avions prévu l'autre état final. L'Iran et ses dirigeants maléfiques, soi-disant responsables du terrorisme et menaçant le monde entier, seraient forcés de se soumettre. Mais ils n'ont pas à se soumettre, et ils ne le feront pas. Il est difficile de prédire comment cela va évoluer. La guerre en Ukraine offre une comparaison utile. Au début, la rhétorique était très prudente. L'Occident était prudent lorsqu'il s'agissait d'envoyer des armes. Aujourd'hui, nous en sommes à un point où un chancelier allemand peut se vanter de la façon dont il, ou nous, avons causé des pertes innombrables en Russie. Ce n'est pas quelque chose que nous voyons au début de 2022.
Vu la rapidité avec laquelle la guerre avec l'Iran s'intensifie, une escalade supplémentaire est tout à fait possible. La question est de savoir s'il existe une voie permettant à Trump de mettre fin à cette guerre, ou si cela est tout simplement impossible parce que les Iraniens doivent, en fait, expulser les Américains de la région. Netanyahou est aux commandes. Écoutez attentivement Netanyahou et vous saurez ce que Trump va faire. Trump reçoit ses ordres de Netanyahou. Il n'est pas un agent libre. Il a des gens chez lui qui le poussent dans certaines directions. Voilà pour l'image du négociateur. Ici, le négociateur ressemble plutôt à l'homme qui attend ses éléments de langage. Par conséquent, je ne vois rien changer à Washington à court terme. Tout le monde dira simplement que nous continuerons à bombarder, que nous continuerons à lancer des frappes de missiles et que tôt ou tard nous réussirons. Nous avons fait cela pendant 78 jours au Kosovo. Et au bout du compte, ce n'est pas la guerre aérienne et les missiles qui ont convaincu les Serbes de quitter le Kosovo. C'est la décision de la Russie de lâcher les Serbes et de dire qu'elle ne pouvait pas leur fournir du carburant, de la nourriture et des médicaments pendant l'hiver. Cela s'est produit parce que Strobe Talbot, le secrétaire d'État adjoint, est allé à Moscou et a négocié un accord, comme le président Trump aime le dire. L'accord impliquait un certain nombre de promesses que nous avons faites pour convaincre les Russes de le faire. Les Russes considèrent maintenant rétrospectivement que ce fut un moment de profonde honte dans leur histoire, et je pense qu'ils ont raison. Mais je ne crois pas qu'ils avaient beaucoup de choix à ce moment-là. Maintenant, ils ont le choix. Les Chinois ont le choix. Le reste du monde n'est plus aussi faible qu'il l'était autrefois. Cela fait partie de la vague de fond de nouveaux changements dans notre civilisation et dans le monde que le gouvernement américain ne veut pas accepter. Nous sommes maintenant engagés dans un affrontement en ce qui concerne les missiles, les roquettes et les capacités conventionnelles, avec ce qui est presque un adversaire de niveau comparable, comme on dit. C'est quelque chose que nous n'aurions jamais pu imaginer. Le président Trump a exprimé sa surprise et son étonnement, tout comme M. Witkoff l'a dit, devant le fait que les Iraniens n'avaient pas déjà capitulé. La surprise semble être que de vrais pays ne se couchent pas simplement parce que l'éclairage de scène affiche force. De leur point de vue, fondé sur leur expérience dans l'immobilier new-yorkais, ce genre de dommage est si terrible qu'on finit par crier grâce et partir. On se soumet, on signe l'accord. Mais ceci n'est pas de l'immobilier, ce n'est pas New York. C'est un État civilisationnel qui ne se rendra absolument pas aux exigences de l'État juif au Moyen-Orient, appuyé par la puissance militaire américaine. Donc, je ne pense pas que nous irons très loin avec le président Trump en ce moment. Peut-être que quelque chose se brisera plus tard. Un domaine qui n'a pas reçu assez d'attention, mais que tout le monde doit surveiller attentivement, est notre marché obligataire, en particulier l'obligation à 10 ans et son rendement. Regardez la dédollarisation. Regardez notre faiblesse financière. Ces choses sont importantes. Nous pourrions nous retrouver dans une très grave crise financière, certainement pire que celle que nous avons connue en 2007 et 2008. C'est probablement l'autre facteur de cette équation multivariée qui pourrait fondamentalement nous pousser dehors. Quoi qu'il arrive, finalement, nous assistons à la fin de l'ancien Moyen-Orient, nous assistons à la fin de l'hégémonie militaire américaine et de la domination politique américaine. C'est ce que nous sommes en train de voir. Cela commence à ressembler à une longue guerre. Les États-Unis et Israël pourraient être épuisés les premiers et alors ce pourrait être terminé. Cet épuisement pourrait venir d'un manque de missiles intercepteurs, d'une capacité limitée à frapper l'Iran, ou de la pression des États du Golfe exigeant que les États-Unis mettent fin à la guerre. Tous les ports que nous utilisons habituellement pour ravitailler nos forces navales et les recharger en missiles, en roquettes et en autres fournitures ont été détruits. Nous sommes forcés de nous replier jusqu'en Inde, ce qui est assez loin de la région. Nous pouvons nous replier vers l'Italie à ce stade. La Crète pourrait être tout juste hors de portée. Je l'espère. Le point essentiel, c'est que tout ce que nous étions habitués à faire doit maintenant changer. La guerre est devenue une tâche beaucoup plus ardue pour nous. Ils n'ont pas seulement fermé le détroit d'Ormuz, ils ont aussi fermé le canal de Suez à toutes fins utiles parce qu'ils ont fermé la mer Rouge. Le tableau commercial est sombre. Le tableau militaire est problématique. Je ne pense pas que nous puissions fabriquer des missiles à un rythme suffisamment rapide pour suivre leur cadence d'utilisation. Nous avons fourni d'énormes quantités de missiles à l'Ukraine et maintenant nous commençons à ressentir la douleur parce qu'une grande partie de ces stocks a disparu. Il ne faudra pas longtemps, peut-être seulement quelques jours de plus, avant que nous commencions à utiliser nos missiles de façon plus parcimonieuse. Cela veut dire que nous ne serons pas capables d'abattre la plupart de ce qui nous sera tiré dessus. Nous parlons de tirer au moins 2 ou 3 missiles contre chaque missile entrant, et même là nous ne pouvons toujours pas cibler avec succès et abattre les missiles hypersoniques. Beaucoup de ces missiles arrivent à Mach 3, 4, 5 et 6.
Ces vitesses dépassent notre capacité technologique à les vaincre. C'est la partie gênante de la paix par la force. La facture arrive sous forme de missiles, de chaînes d'approvisionnement et de chargeurs vides. Sur le plan logistique, nous allons avoir un énorme problème. Nous pourrions faire une pause. Reste à voir si les Russes et les Chinois sont prêts à jouer les médiateurs ou si les Indiens pourraient le faire. L'Inde serait probablement le meilleur choix pour une médiation. L'Inde est après tout neutre, malgré la récente visite de Modi en Israël, que je considère mal avisée. Néanmoins, Modi et l'Inde ont des liens culturels avec l'Iran. Le sanskrit et la civilisation indienne font partie intégrante de la civilisation perse elle-même. Il existe une occasion pour les Indiens de combler le fossé entre nous, les Israéliens et l'Iran. Mais pour l'instant, l'Iran ne sombre pas dans le chaos. Oui, nous avons tué le guide suprême, l'ayatollah Khamenei, mais je ne vois aucune preuve que cela ait perturbé l'unité des forts ou le commandement et le contrôle. Les Iraniens ont aussi un autre avantage important. Une grande partie de leur capacité est largement dispersée. Cela rend les choses très difficiles pour nous. Même dans les meilleures conditions, historiquement, nous avons eu beaucoup de difficultés à gérer tout ce qui est mobile. À court terme, je ne vois aucune bonne nouvelle. J'espère que Washington parle à d'autres acteurs qui pourraient aider à négocier une forme de fin à cette catastrophe. Pendant la fin de semaine, nous avons apparemment exprimé un intérêt pour la négociation. Je ne sais pas par quel canal, mais apparemment cela venait de la Maison-Blanche de Trump, et les Iraniens ont répondu non seulement non, mais absolument pas. Le coût peut être déjà assez élevé pour soulever la question de savoir si la guerre devrait prendre fin. Mais il peut aussi sembler trop tôt pour y mettre fin maintenant, parce que l'autre camp pourrait simplement reconstituer ses missiles et revenir dans quelques semaines. La question est de savoir ce que les Iraniens voudraient obtenir de cette guerre avant de la laisser se terminer. Je ne sais pas exactement ce qu'ils diront, mais je pense que ce qu'ils veulent, c'est nous faire sortir de la région. Et je pense que nous allons nous y plier parce que cette guerre est quelque chose que nous avons contribué à déclencher et nous nous sommes alignés sur Israël qui est de toute façon un État paria. Les Israéliens sont déjà largement haïs et méprisés pour leur programme de massacre et d'expulsion à Gaza. Cette guerre ne fera qu'aggraver ces réalités. Les Turcs vont maintenant se sentir beaucoup plus à l'aise de nous demander de partir. Dans le Golfe, nous serons invités à partir. Autrement dit, nous sacrifions notre position stratégique dans la région au profit d'Israël, mais je ne pense pas qu'Israël en bénéficiera. Ce genre de choses aura des répercussions très larges. Si l'objectif est de chasser les États-Unis du Moyen-Orient, il y a 3 zones à cibler. La première est la présence militaire et les bases militaires qui sont pilonnées. La deuxième est l'intérêt économique. La troisième est la crédibilité des États-Unis. L'idée que l'Amérique est toute puissante et que les pays cherchant la sécurité devraient s'aligner sur elle. Les répercussions géopolitiques plus larges d'une crédibilité américaine brisée sont énormes. C'est apparemment l'inverse de ce que Trump voulait. Toute son approche consiste à montrer beaucoup de force et à espérer que les adversaires reculent. L'hypothèse semblait être qu'en déployant toutes ses forces militaires, les adversaires capituleraient. Witkoff a dit que Trump était très surpris que les Iraniens n'aient pas capitulé, étant donné qu'ils avaient vu toute cette puissance militaire américaine. La performance était conçue pour intimider. Le résultat pourrait devenir une leçon mondiale sur les limites. Mais il pourrait maintenant devenir évident que ce sont les États-Unis qui doivent revenir en arrière et trouver une sorte de sortie digne. Ce serait une retraite ignominieuse, ce qui est la dernière chose au monde que Donald Trump souhaite. Le problème, c'est que dans les 24 à 36 premières heures, nous avons déjà montré notre expertise tactique, notre supériorité tactique si l'on veut. Nous avons réussi à tuer un certain nombre de personnalités clés, pas seulement le guide suprême, mais la tactique gagne des batailles. La stratégie gagne des guerres. Nous n'avons pas de stratégie. Quand les gens demandent quel est l'objectif, cela ressemblait à un changement de régime. Mais je pense que nous avons découvert que le changement de régime n'a pas fonctionné. L'Iran est un grand pays, avec 93 millions d'habitants de la taille de l'Europe occidentale. Ils semblent tenir ensemble. Il n'y a aucune raison de croire qu'il ne restera pas uni à ce stade. Alors, quelle est la stratégie? Si nous ne pouvons pas renverser le gouvernement, que faisons-nous? Continuer à lancer des missiles et des roquettes contre lui dans l'espoir que quelqu'un dise « S'il vous plaît, arrêtez. Nous ferons tout ce que vous voulez. » C'est peu être l'objectif. Je ne pense pas que ce soit un objectif raisonnable. Je ne pense pas que quiconque ait vraiment réfléchi au caractère crucial de la fin de la guerre. Comment y met-on fin? Ce qui est étrange, c'est que j'ai entendu le secrétaire à la guerre dire ce matin « Nous n'avons pas déclenché cette guerre, mais nous allons y mettre fin. » Je pense que nous avons bel et bien déclenché cette guerre. Les Israéliens l'ont commencé et nous avons embarqué. C'est une jolie astuce de communication. Nier l'allumette, saluer l'incendie, puis promettre de vendre l'extincteur.
Toutes les choses que nous continuons de citer comme raisons d'entrer en guerre sont fallacieuses. Les raisons les plus stupidement déprimantes sont celles qui remontent à 47 ans ou à 40 ans. Le nombre de personnes dont la mort peut réellement être attribuée à l'Iran se compte dans les quelques centaines. Ce n'est pas un grand nombre. Les Iraniens ne se sont pas comportés pendant la guerre en Irak d'une manière différente de celle dont nous nous serions comportés s'il y avait eu une guerre semblable au Mexique. Autrement dit, on fait ce qu'on peut pour dissuader la force qui se trouve au sol dans le pays voisin d'entrer chez soi. Nous avons, je pense, environ 4000 missiles dans nos stocks, quelque chose de cet ordre. Peut être qu'il s'agit de différents types de missiles, de croisières et balistiques, je ne sais pas. L'Iran en a environ 450 000. C'est un écart considérable. On peut tuer un dirigeant, mais on ne peut pas bombarder une civilisation jusqu'à la soumission. Nous n'avons jamais compris à quoi nous avions affaire en Iran. Tout le monde parle de l'Iran comme d'une sorte d'État islamique radical. Rien ne pourrait être plus éloigné de la vérité. L'Iran est au fond la Perse, et cette civilisation est beaucoup plus ancienne. La civilisation perse, la pensée perse, la philosophie perse, l'art perse et l'histoire perse se sont tous réaffirmés au cours des 25 à 30 dernières années. Le peuple iranien s'est largement éloigné de cette forme d'islam plus rigide sur le plan idéologique. Ce n'est pas qu'ils détestaient Khamenei, et ils n'ont pas dansé dans les rues lorsqu'il a été tué. Au contraire, les gens le voyaient comme un être humain très humble et décent. Il a sacrifié sa vie. Il est resté là où il savait qu'il serait tué. Le tuer a fait de lui un martyr que même les gens qui n'aiment pas l'islam peuvent honorer. Donc, je pense que nous avons galvanisé le pays contre nous. Nous avons mobilisé le peuple contre nous. Je ne vois rien de bon sortir de cela. Voilà notre problème. Nous projetons nos valeurs, notre manière de penser et notre expérience sur les autres. Notre expérience peut tenir la route lorsqu'elle est liée à l'expérience européenne, mais elle ne correspond pas à l'expérience des gens du Moyen-Orient et d'Asie, ni d'Afrique, ni même d'Amérique latine. C'est pourquoi nous sommes maintenant dans un monde différent, et nous ne le comprenons même pas. Le monde est en train de changer. L'ancien monde prend fin, et nous combattons l'émergence du nouveau monde. L'avenir du monde n'est plus écrit par nous. La victoire dans cette guerre, en vérité, ce serait la stabilité. Mais nous avons fait tout ce que nous pouvions pour détruire la stabilité. La stabilité des marchés, la stabilité du commerce, la stabilité des échanges, la stabilité de la confiance entre les États. Nous avons encore une fois démontré de façon concluante que nous sommes complètement peu fiables. Je dis depuis des mois que la décision d'attaquer l'Iran était prise. Ce n'était qu'une question de quand, jamais de si. Pourtant, nous avons continué avec la fiction selon laquelle des négociations étaient en cours. Dans le scénario pro-Trump, les négociations peuvent servir de décor jusqu'à ce que les missiles prouvent qu'elles n'étaient qu'un élément de scène. Cela nous a nui auprès de la Russie, cela nous a nui auprès de la Chine, cela nous a détruits au Moyen-Orient. Nous suivons rapidement Israël, dans le coin réservé aux États parias. L'Inde, par exemple, dépend de 2-6 millions de barils de pétrole provenant du golfe Persique et arrivant dans ses ports chaque jour. Lorsque cela se ferme, chaque famille indienne est effectivement forcée de payer un impôt de guerre pour lequel elle n'a jamais voté. Une hausse de 10 $ du prix du brut représente 15 milliards de dollars de fardeau pour l'économie indienne. L'Inde n'est pas la seule, mais nous ne pensons pas en ces termes. Nous ne pensons pas à l'impact sur les autres. Il n'y a aucune conscience de ce genre de réalité. Et nous allons payer un prix terrible. Ce n'est que le début.